9h, Good Morning Business. Il est 8h17, notre invité ce matin c'est l'ancien directeur général de l'OMC Pascal Lamy. Bonjour Pascal Lamy. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler dans un instant des États-Unis et de la Chine, parce que les États-Unis sont en train de déployer leur nouvelle stratégie vis-à-vis des Chinois. On va en parler avec vous, mais d'abord l'actualité fait qu'on vous retrouve aujourd'hui alors que le conseil d'administration de Danone a confirmé avoir mis fin aux fonctions du patron Emmanuel Faber. Vous êtes impliqué dans cette affaire. Je rappelle, quand il y a 9 mois environ, Danone s'était doté du fameux statut d'entreprise à mission, que vous avez pris la tête d'une commission indépendante chargée d'évaluer la mise en œuvre de ces objectifs. Sauf qu'il y a quelques semaines, quand les choses ont commencé à tanguer, vous avez déclaré que, je cite, si on faisait rentrer Danone dans le rang, si le conseil d'administration considérait que Danone était allé trop loin dans la poursuite d'engagements sociaux et environnementaux, alors, je cite, vous démissionneriez, vous rendriez votre tablier. Est-ce qu'au vu de ce qui est confirmé ce matin, vous avez l'intention de rendre votre tablier, monsieur Lamy? C'est une bonne question. Je vais répondre très franchement. J'ai l'intention de rester sur cette position. Et je m'exprime à la fois à titre personnel, parce que Emmanuel Faber est un ami, tout le monde le sait, et puis en tant que président de cet organe de la gouvernance de Danone, qui, comme vous l'avez dit à juste titre, est chargé de rapporter aux actionnaires si Danone, ou non, remplit les missions qu'elle s'est données au-delà de la rentabilité financière, c'est-à-dire en matière sociale, environnementale, santé. Bon. À titre personnel, je regrette évidemment le départ, disons même l'éviction d'Emmanuel, qui est vraiment un ami, parce que je trouve qu'il avait accéléré la transformation de Danone, qui est un élément du capitalisme de marché globalisé, vers un modèle du capitalisme et qui est plus responsable, moins stressant pour les hommes, pour la nature, et je plaide pour ces évolutions moi-même. Ouais. Et c'est vrai que, disons, dans une boîte dont le patron, il y a 50 ans, avait lancé l'idée que l'entreprise, ça doit être quelque chose de plus humain. Bon, à l'époque, on parlait moins d'environnement qu'aujourd'hui. Ouais. Je trouve qu'Emmanuel a fait un formidable travail d'accélération de ça. Bon. Donc, je regrette. En tant que président du comité de mission, avec mes collègues, j'espère, et j'en ai parlé avec certains d'entre eux déjà cette nuit, j'espère que ce changement de direction ne va pas être un changement de cap, c'est-à-dire que Danone va rester une entreprise à mission et considérer qu'il faut à la fois des résultats financiers et de l'impact en matière de santé, d'environnement, de social. Je l'espère. Si ça ne devait pas être le cas, évidemment, j'en tirerai les conséquences, mais dans l'immédiat, déontologiquement, juridiquement, je rendrai compte à l'Assemblée générale d'avril de la mission qui a été confiée à ce comité que je préside, et puis à ce moment-là, on verra si le cap change ou non. Combien de temps vous vous donnez? Est-ce que vous attendez de voir ce qui sera dit lors de l'Assemblée générale, ou ça peut être plus long pour vous fassiez une idée à titre personnel? Je crois qu'on y verra clair assez vite. Je veux dire, il y a une Assemblée générale de printemps, comme tous les ans au mois d'avril. La nouvelle direction de Danone va expliquer quelle est la stratégie de Danone. Est-ce que ce sera, encore une fois, un retour à Danone, c'est une boîte privée qui a la propriété de ses actionnaires et qui doit cracher du dividende? Ou est-ce que c'est autre chose en plus? On verra. Ça a toutes les chances d'être ça qui se profile, monsieur Lamy, puisque Gilles Schnepp arrive avec la bénédiction des fonds, justement, qui ont voulu, pardon de le dire comme ça, la tête d'Emmanuel Faber. Ça a toutes les chances d'aller dans cette direction-là que vous ne voulez pas entendre. On verra, je ne le souhaite pas. Vous leur donnez quand même crédit, peut-être je ne connais pas personnellement Schnepp. Ouais. Je connais un peu la boîte qu'il a dirigée pendant longtemps, Le Grand. Le Grand n'est pas un modèle de capitalisme de marché globalisé pur et dur. Sa culture, c'est pas la même que celle de Danone, qui est très très spécifique. Et encore une fois, ça, on doit à Antoine Ribaud, que j'ai bien connu à l'époque, et qui était vraiment un ami très cher. Mais je crois que ce qui se joue, c'est effectivement de savoir si dans ce monde que le capitalisme de marché a rendu beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace et en même temps beaucoup plus stressant, si dans les entreprises on peut s'y prendre autrement. Dernière question, et on parle de la Chine après bien évidemment, est-ce qu'Emmanuel Faber a commis des erreurs? Vous voyez ce qui est reproché Emmanuel Faber dans la presse, gestion un petit peu trop autoritaire, un petit peu trop centrée. Est-ce qu'il a commis des erreurs pour vous? C'est pas mon, si vous voulez, c'est pas mon rayon. Je suis indépendant, je suis pas mêlé, je suis pas membre du conseil d'administration de Danone, je n'ai pas de jugement à porter sur est-ce qu'Emmanuel Faber a bien fait, a bien traité tel ou tel qu'il aurait pu mieux traiter. Bon,
tout ça, je lis ça dans la presse. Moi, ma responsabilité, c'est est-ce que, oui ou non, Danone, en tant qu'entreprise, est dans les clous de ce qu'elle a décidé d'être comme entreprise à mission. Je pense qu'il vaut mieux s'arrêter là. Ma position, en quelque sorte, est plus juste, plus claire, plus nette, si je limite mon commentaire à la charge que j'ai pour devoir de remplir. Bien, on en saura vite, assez vite, beaucoup plus. Vous nous dites, on verra évidemment comment tout ça évolue. Pour l'instant, vous êtes là en tout cas. La Chine, donc là, je vais vous demander de mettre votre casquette d'ancien patron de l'Organisation mondiale du commerce. Joe Biden nous a confirmé ce week-end qu'il n'avait pas du tout l'intention de changer de ton avec la Chine, pas vraiment. Réunion qui n'est pas passée inaperçue en fin de semaine en visio entre Joe Biden et ses homologues japonais, australien ou encore indien, ce qu'on appelle le Quad. C'est ça la nouvelle stratégie américaine. Là où Donald Trump tapait seul comme un sourd sur les Chinois, là, Biden veut tisser des alliances, c'est ça, pour étrangler la Chine? C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui? C'est exactement ça. C'est ça? C'est exactement ça. Trump, par tempérament, par conviction, par idéologie, considérait que taper, c'était ce qu'il fallait faire parce qu'il était le plus fort, il était le meilleur, il était le plus gros. Bon. Biden a changé de tactique. La rivalité géoéconomique, géopolitique, géotechnologique avec la Chine ne change pas. Ouais. Aux États-Unis, c'est une conviction très établie dans le système américain que la Chine est désormais une menace pour les États-Unis. Simplement, il s'y prend autrement. Ouais. J'oserais dire plus intelligemment, ce qui à mon avis n'est pas très très difficile. Et qu'est-ce qu'il fait? Il monte des coalitions avec des pays qui ont aussi des problèmes avec la Chine. Si vous regardez qui il y a dans ce quad, il y a l'Australie que la Chine a maltraité big way depuis un an pratiquement. Il y a l'Inde, dont on sait que les rapports sont très compliqués. Il y a le Japon qui voit quand même la Chine comme un rival en Asie. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il se met dans une coalition de pays qui ont des problèmes avec la Chine et il se dit comme ça, on s'y prendra mieux. Il revient un peu en quelque sorte à la doctrine Kissinger, qui consistait à dire il faut contenir la Chine. Ouais. La doctrine Trump, c'est il faut détruire la Chine, parce que c'est un danger pour les États-Unis. La doctrine Biden, c'est il faut contenir la Chine, la réduire en tant que menace. Et d'ailleurs, c'est un changement effectivement de concept. Ça ne change rien sur le diagnostic de fond. Non, mais ça sera plus efficace? Je pense que ce sera plus efficace. Pourquoi? Et d'ailleurs, parce que Trump n'a pas été efficace. Ce qu'a fait Trump avec la Chine a été une catastrophe, de mon point de vue. Qu'est-ce qu'il a fait, Trump? Il a renforcé dans le camp chinois le clan nationaliste et autarcique. Ouais. Je trouve que c'est une erreur géopolitique considérable. Quelle que soit la manière dont nous apprécions la Chine comme menace, et nous, Européens, on n'a pas forcément tout à fait la même sensibilité que les Américains, qu'on considère ou non, et dans quelle proportion que la Chine est une menace, moi je considère qu'une Chine globalisée est moins menaçante qu'une Chine autarcisée, qu'une Chine qui se rend indépendante. Qu'est-ce qui s'est passé là, à l'Assemblée nationale Mais chinoise? c'est justement ça l'idée, c'est qu'elle veut être dépendante à plusieurs niveaux, cette Chine. Je suis d'accord. C'est la feuille de route de la prochaine... Eh bien, ceci est en grande partie le résultat de la politique de Trump. Oui. Et je trouve que pour la paix dans le monde, c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. Encore une fois, nous avons tous des problèmes avec la Chine. Sur le plan politique, ce qui se passe avec les Ouïghours ou ce qui se passe à Hong Kong n'est pas admissible du point de vue de nos valeurs. Mais en même temps, par exemple, nous, Européens, on peut difficilement se passer du marché chinois. Bon. Donc il faut trouver une attitude. Mais l'attitude, à mon avis, la bonne, ça consiste à peser sur la partie chinoise qui est pro-réforme. C'est un peu ce que j'avais essayé de faire quand j'étais commissaire européen et que j'avais négocié avec Xu Guangqi à l'époque, qui était le Premier ministre et qui était du clan réformiste. J'avais négocié l'entrée de la Chine à l'OMC pour donner à ce clan-là des atouts, du poids. Ça a changé. Ça a changé en gros en 2010, puis ça a changé avec l'arrivée de Xi Jinping, qui lui n'est pas du tout du clan réformiste. Ça a été l'objectif affiché lors de la dernière session du Parlement chinois, être autarcique dans de nombreux domaines stratégiques. L'Amérique de Joe Biden, c'est ça aussi la nouveauté, c'est qu'on dit, au lieu de faire face à la déferlante, en contrepartie du fait qu'on fait face à la déferlante chinoise, on veut aussi être indépendant sur de nombreux domaines. C'est un peu différent, disons, c'est un peu différent. Et d'ailleurs, la Chine a affiché
cette stratégie d'être plus indépendant pour ne pas être dépendant des États-Unis. Mais ça ne veut pas dire que la Chine se déglobalise du reste du monde. Ça ne veut pas dire que la Chine se déglobalise de Taïwan, du Japon, de la Corée, du Vietnam. Ça ne veut pas dire que la Chine se déglobalise de l'Europe. De même d'ailleurs que si l'économie américaine est moins imbriquée dans l'économie chinoise, ça ne veut pas dire que l'économie américaine sort de la globalisation. Il y a, pour les Européens, comme d'ailleurs pour d'autres pays dans le monde, et notamment en Asie du Sud-Est, il y a des opportunités. Il y a des opportunités. Dans ce découplage. Mais globalement, est-ce que vous ne dites pas, entre le nouveau discours des Américains, des Chinois et de l'Europe qui commence à se réveiller, le multilatéralisme que vous défendez bec et ongle depuis des années, est-ce qu'il n'a pas un petit coup aujourd'hui? Il ne prend pas un petit coup dans cette histoire quand même? Je conviens tout à fait que la globalisation de demain, qui restera la globalisation, n'aura pas forcément la même forme que celle d'hier. D'ailleurs, toutes les vagues de globalisation qui se sont succédées ont été différentes les unes avec les autres. Mais l'imbrication de la plupart des systèmes de production, même s'il y a en quelque sorte une militarisation de la tech, vous regardez la globalisation, les industries de défense, elles n'ont jamais été globalisées. C'est vrai. Jamais. Chaque pays a son industrie de défense. D'ailleurs, nous, Européens, on le sait bien, parce que vu ce qu'on paye pour notre défense, on est incroyablement inefficace parce qu'on est divisé, on est des petits pays qui ont chacun son programme d'avion, de ceci. Bon. Ce qui se passe dans la tech, c'est une sorte de militarisation de l'industrie de la tech. Pourquoi ? À cause de la cybersécurité et à cause de la formidable capacité de pénétration que le digital autorise dans les systèmes sans qu'on le voit. Bon. Et donc, il y a cette militarisation de la tech, ça ne veut pas dire que le monde se déglobalise. Quand vous regardez, je l'ai souvent dit, je le constate, quand vous regardez les quelques dizaines de millions de médecins chinois, ou indiens, disons indiens, qui sont prêts à rentrer dans le télédiagnostic dans les 20 années qui viennent, c'est pas de la déglobalisation. C'est pas de la déglobalisation. La poussée digitale, que le Covid aura d'ailleurs évidemment renforcée, on le sait tous, va être une poussée de globalisation. Donc il y a des éléments de rapatriement, il y a des éléments de déglobalisation, et il y a des éléments de globalisation. La balance, à mon avis, dans l'ensemble, va rester dans l'imbrication de nos systèmes économiques et sociaux. Message d'espoir ce matin. Merci beaucoup Pascal Lamy. Merci de venir nous voir. Pascal Lamy, l'ancien directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Merci de passer nous voir aujourd'hui sur BFM Business. Bonne journée à vous.